J'ai vu un corps humain se transformer en plasma en une fraction de seconde. Un de mes patients décédés a présenté le signe de Lazare alors qu'on le préparait pour la morgue. Je n'avais jamais vu ça auparavant. Le signe de Lazare est un réflexe involontaire qui peut se produire chez certains patients en état de mort cérébrale. Il se manifeste par des mouvements automatiques des bras, souvent un mouvement de flexion ou de croisement des mains sur la poitrine, comme si la personne revenait à la vie. Ce phénomène est dû à une activité résiduelle de la moelle épinière, même si le cerveau ne fonctionne plus. C'est un signe surprenant et parfois troublant, car il donne l'impression que le corps bouge consciemment alors que la personne est médicalement déclarée morte. J'étais en mission au Honduras, dans ma vingtaine. Je devais me rendre d'une région à une autre en traversant une zone isolée, connue pour la présence de bandits qui tentaient parfois d'arrêter les véhicules pour kidnapper ou même tuer les passagers. Dans le camion que je conduisais, il y avait une jeune Hondurienne et une Américaine. On était partis suffisamment tôt pour arriver à destination avant la tombée de la nuit, mais un pneu crevé nous a retardé pas mal de temps. La nuit est tombée sur nous. Il nous restait environ 1 heure de route à franchir un col de montagne. Alors que je prenais un virage en épingle, 2 hommes ont surgi devant notre véhicule. Ils étaient armés, mais pas de fusil, ils tenaient des machettes. Sans réfléchir, j'ai agi par pur réflexe, j'ai appuyé à fond sur l'accélérateur. Ils allaient devoir s'écarter ou se faire écraser. Ils se sont écartés. J'ai mis des heures à arrêter de trembler. Et je n'ai pas descendu en dessous de 50 km/h pour le reste du trajet, sur cette route de montagne en terre battue. J'étais en train de courir, j'avais environ 15 ans. Ma mère était au travail et ma sœur à l'école, donc j'étais complètement seul, étant donné que je faisais le lycée en ligne à l'époque, sauf pour les entraînements sportifs au lycée du coin. Quand j'étais à 2 pâtés de maison de la maison, j'ai ressenti une très mauvaise impression, comme si quelqu'un me suivait. Mais il était 10 heures du matin, alors j'ai essayé de ne pas trop y penser. J'avais une mauvaise habitude après mes entraînements, comme on vivait en zone rurale, je me promenais torse nu dans la maison pendant que je préparais mon shake protéiné et me préparais à aller dans le jacuzzi. Pendant que je faisais ça, mes chiens ont commencé à aboyer comme des fous, mais j'ai pensé que c'était juste un animal dans les bois. 1 heure plus tard, je suis monté à l'étage pour me changer, et j'ai de nouveau entendu mes chiens aboyer près de la clôture qui bordait la forêt. En regardant par la fenêtre, j'ai aperçu ce qui ressemblait aux épaules et au sommet de la tête d'un homme caché dans les buissons, à environ 3 mètres de la clôture, tourné directement vers la maison. Je suis resté figé d'horreur pendant un moment, puis il a fini par se retourner et s'est enfoncé dans les bois. J'ai appelé ma mère immédiatement, elle a contacté la police. Ils ont fouillé la forêt derrière la maison, mais n'ont rien trouvé. Plus tard, quand ma mère en a parlé à d'autres parents du quartier, certains ont dit que leur fils avait aussi signalé un type louche, plus âgé, qui les suivait dans les bois ou à la périphérie du lycée. Inutile de dire que j'ai arrêté de courir dehors pendant un bon moment, préférant le tapis de course. J'ai aussi pris l'habitude de toujours garder les stores fermés. J'étais vraiment terrifié à l'idée que ce type puisse entrer chez nous et me faire du mal, alors pendant longtemps, j'ai toujours gardé mon couteau de poche sur moi et je me promenais dans la maison avec mon pistolet à billes à gaz. Le soir du réveillon de Noël 2018. Je suis enceinte, je porte une poche d'iléostomie, et j'ai un problème récurrent, mon bébé appuie parfois sur mon intestin, ce qui le fait légèrement ressortir, un peu plus que les centimètres habituels. Jusqu'ici, ce n'était jamais inquiétant. Jusqu'à ce moment-là. Je ressens une douleur aiguë, fulgurante, dans le bas-ventre. Ma vision devient blanche et je m'effondre au sol, incapable de bouger. Je sens une pression énorme au niveau de l'abdomen, comme si ma poche était sur le point d'exploser. Mon mari me porte jusqu'à la salle de bain, et là, on le voit. Mon intestin est ressorti de mon corps sur une longueur de plus de 30 cm. 30 cm. On dirait littéralement une scène d'horreur tirée d'Alien ou de Predator. Non,
Pire encore, c'est comme si Alien et Predator étaient là ensemble en train de se battre. Il y a du sang partout. Des selles qui s'échappent. Mon intestin est étalé sur le sol, juste à côté de moi. On n'a aucun moyen de le contenir, on ne sait pas quoi faire. On sait qu'aucun hôpital dans les environs ne pourra gérer une telle urgence. On vit dans un coin paumé du sud de la Géorgie. On prend donc une décision difficile, rouler jusqu'à mon chirurgien, à plus de 5 heures de route au nord. On prend la route, sang et sel partout, l'intestin à l'air, moi en train de hurler, de pleurer, de vomir, à 3 heures du matin, le jour de Noël. Quand on est arrivé, le médecin des urgences est devenu aussi pâle qu'un fantôme et a appelé immédiatement mon chirurgien. Pour faire court, on m'a retiré la portion morte de l'intestin, puis on a recousu l'intestin sain à l'abdomen pour éviter que ça se reproduise. On m'a aussi enlevé la vésicule biliaire. 2 semaines plus tard, j'ai eu des calculs rénaux et j'ai dû rester alité jusqu'à la fin de ma grossesse. J'ai fini par accoucher par césarienne, un peu en avance, d'un magnifique petit garçon en parfaite santé, qui a aujourd'hui 5 ans. Je vais te raconter le moment le plus effrayant de ma vie. À l'époque, j'étais jeune et je n'avais pas encore compris à quel point il est crucial de conduire prudemment. Je roulais à moto, à vive allure sur une route. Enfin, vive allure est peut-être exagéré, je devais être à environ 80 km/h, mais je n'avais pas encore compris qu'il y a des conducteurs qui, littéralement, ne voient pas les motos. Ils peuvent te regarder droit dans les yeux, sans te voir. C'est exactement ce qui s'est passé avec ce conducteur âgé qui sortait d'un petit centre commercial. Il voulait tourner à gauche pour prendre la direction opposée à la mienne. Il m'a regardé en face, mais n'a rien vu. Honnêtement, je pense que je dois la vie à sa femme assise à côté de lui, qui m'a vu, elle, et a crié pour qu'il s'arrête. Ce qu'il a fait, sauf qu'il s'est arrêté en plein milieu de la route, bloquant entièrement mon passage. Je n'ai eu presque aucun temps pour réagir. Je me souviens avoir brièvement pensé que j'allais devoir me laisser tomber avec la moto. Mais grâce au réflexe de mes 20 ans, j'ai violemment tourné le guidon à gauche pour tenter de passer devant le pare-choc de la voiture. J'ai instinctivement baissé les yeux vers mon repose-pied droit, et j'ai vu qu'il est passé à quelques centimètres à peine du pare-choc. À 80 km/h. Je me suis alors retrouvé à contresens. Dès que j'ai pu, à la prochaine ouverture dans le terre-plein central, je suis repassé du bon côté de la route. 1 kilomètre plus loin, j'ai dû m'arrêter dans un autre petit centre commercial, m'allonger sur le sol et j'ai commencé à trembler de manière incontrôlable pendant un bon moment. Quand j'ai enfin réussi à me calmer, je suis rentré chez moi, j'y ai réfléchi pendant un jour ou deux, puis j'ai mis la moto en vente. On déménageait dans un autre état. On traversait le pays en voiture. J'étais dans la voiture avec ma mère. Ma grande sœur et son amie étaient dans la voiture juste derrière nous. Je me suis réveillé en entendant ma mère pousser un cri de surprise. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais je me suis retourné sur mon siège et j'ai vu la voiture de ma sœur en train de faire des tonneaux dans les airs. C'était comme au ralenti. Quand le véhicule s'est immobilisé, ma mère a couru vers l'ami de ma sœur, qui avait été éjecté de la voiture, pour lui porter secours. Moi, je me suis mis à chercher mes chats qui étaient dans la voiture aussi. Je n'avais que 9 ans, alors ma mère s'est mise à hurler pour que je n'aille surtout pas vers la voiture de ma sœur, ni vers l'endroit où son ami était allongé. Pendant que je cherchais mes chats et que j'essayais de comprendre ce qui se passait, j'ai vu ma sœur arriver en boitant. Son pied gauche était couvert de sang et de morceaux de verre, et elle pleurait en répétant sans cesse « Où est mon ami ?» Sa voiture a fait 7 tonneaux et demi. Elle était méconnaissable, on n'aurait même pu deviner que c'était une voiture. Et pourtant, miraculeusement, ma sœur et son ami ont survécu. Je n'oublierai jamais l'image de ma sœur, boitant au milieu des débris comme une survivante d'une bataille ancienne, ni celle de sa voiture tournoyant dans les airs alors que des morceaux s'en détachaient dans tous les sens. Je n'habite pas dans le quartier le plus génial du monde. Ce n'est pas non plus un coin ultra précaire ou délabré, mais c'est juste à côté du triage ferroviaire,
donc la valeur immobilière est plutôt basse. Ce n'est pas un quartier à haute criminalité, mais il y a quand même eu quelques descentes du SWAT dans les environs au cours de la dernière décennie. L'événement qui m'a vraiment fait flipper, c'était l'été dernier. Mon chien s'est mis à aboyer comme un fou, alors je suis allé jeter un œil dehors. D'habitude, il se calme si je le sors sur le perron pour vérifier les alentours, et là, j'ai vu plusieurs voitures de police, gyrophares allumés, qui bloquaient la rue à 2 maisons de la mienne. Le pire, c'est qu'un officier visait cette maison avec un fusil d'assaut de type bullpup, posé sur le capot de sa voiture. J'ai immédiatement pensé, non. Je suis rentré et j'ai fait descendre toute ma famille au sous-sol, où on est resté pendant une bonne heure de plus que l'heure du coucher, le temps que la situation se termine. Il s'est avéré qu'un homme avec des troubles mentaux vivait là avec sa mère et d'autres membres de la famille. C'est un gars très costaud, et il a fait une sorte de crise. Heureusement, tout s'est réglé sans un seul coup de feu, sans que rien de grave ne se produise. Mais depuis que j'ai des enfants, c'est la fois où j'ai été le plus proche d'une situation de violence réelle. Mon père est tombé dans les escaliers à cause d'une crise cardiaque. Il a heurté un mur avec son menton contre sa poitrine, ce qui lui a coupé les voies respiratoires. À l'hôpital, il était en état de mort cérébrale. Contrairement à ce qu'on voit dans les films, on ne nous a pas demandé si on voulait le maintenir sous assistance respiratoire, ils nous ont simplement annoncé qu'ils allaient arrêter. Il a mis environ 40 minutes à vraiment mourir, mais pendant ce processus, son nez s'est mis à saigner un sang presque noir, comme si un robinet avait été ouvert. C'était terrifiant, surtout que personne ne nous avait prévenu que ça allait arriver. La deuxième fois, c'était quand 2 frères que je connaissais se sont battus avec un gars. L'un d'eux a frappé ce type à la tête avec une grosse branche noueuse. La tempe du gars s'est littéralement effondrée, il est tombé inconscient par terre. Aujourd'hui, il est devenu aveugle de cet œil. Quand j'avais environ 7 ans, j'étais dehors avec mon chat, qui portait son harnais et sa laisse, elle aimait s'allonger dans l'herbe. J'ai vu mes voisins rentrer chez eux. Je les connaissais déjà parce que leur enfant était mon ami. Le père de mon ami a commencé à s'emporter contre sa femme parce qu'il voulait manger avec ses enfants et, pour une raison inconnue, elle s'y opposait, il était probablement violent avec eux quand personne d'autre n'était là. La dispute a vite dégénéré et est devenue physique. Il a commencé à essayer de l'étrangler, alors elle s'est mise à courir vers ma maison. Heureusement, ils sont allés jusqu'à la porte et non pas vers l'arbre où j'étais. Elle a commencé à frapper à la porte et ma mère lui a ouvert. Elle criait à ma mère de téléphoner à la police. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé ensuite parce que mes parents m'ont dit d'aller me cacher dans le couloir ou n'importe où loin des fenêtres. Il a fini par être arrêté, ce n'était ni la première fois, ni la dernière. En y repensant, je suis assez sûr qu'il était sous influence, parce qu'il consommait beaucoup de drogue et je trouvais souvent des seringues de méthamphétamine dans le fossé pas loin de chez nous. D'ailleurs, quand sa femme criait à ma mère de prévenir la police, lui répétait d'une façon bizarre et pâteuse, « Non, c'est bon ». Je suis toujours ami avec cet enfant, mais j'évite de parler de son père parce que c'est un sujet sensible. Oui, ses parents ont divorcé et sa mère a la garde des 4 enfants, et ils vont mieux maintenant. Un état de mal épileptique tonico-clonique qui a duré 30 minutes. Ma mère avait des convulsions incontrôlables, tout le corps. Puis, une moitié de son corps devenait molle tandis que l'autre continuait, ça alternait, puis elle recommençait avec tout le corps. Ses lèvres devenaient bleues, elle bavait. Mon père et moi devions nous relayer pour rester dans la pièce avec elle en attendant l'arrivée des secours. Je lui ai dit au revoir 3 fois, en lui disant « Je t'aime » à chaque fois. Le premier secouriste est arrivé au bout d'environ 15 minutes. Il a essayé de lui poser une perfusion pour lui administrer des antiépileptiques, mais ça a été très compliqué. Il a finalement réussi à lui donner une dose, mais ça n'a pas marché. L'équipe complète de l'ambulance est arrivée et a réussi à faire cesser les convulsions physiques. D'après ce que je comprends, les médicaments ne stoppent pas forcément l'activité cérébrale. Quand ils sont arrivés, après 30 minutes, ils se disaient entre eux, impossible qu'elle soit encore en crise.
Et pourtant, il leur a fallu encore 5 minutes pour la maîtriser. C'était la 3e fois que je voyais l'un de ces crises durer plus de 5 minutes. Les 2 précédentes avaient duré environ 30 minutes aussi et avaient des histoires similaires. Je n'étais pas là pour celle qui a failli lui coûter la vie. L'ambulance arrivée sur place n'avait pas le médicament nécessaire pour arrêter la crise immédiatement. Ils ont dû appeler les pompiers pour l'aider à descendre les escaliers et la mettre dans l'ambulance, qui a ensuite roulé 20 minutes jusqu'aux urgences. Mon père pense que la crise a duré environ 2 heures. Elle s'est réveillée presque paralysée à cause d'une lésion cérébrale due au manque d'oxygène, compliquée par sa maladie de longue date. Quand j'avais 13 ans, j'ai vu mon père sortir une trentaine de somnifères devant moi et les avaler un par un, dans une tentative de se suicider. Ma mère, complètement dépassée, a refusé d'appeler une ambulance. C'est moi qui ai dû le faire. Les pompiers sont arrivés rapidement. Ils ont essayé de le maintenir éveillé pendant qu'il titubait, s'écroulait dans l'herbe et vomissait tout ce qu'il avait dans l'estomac. Ils l'ont emmené à l'hôpital. Et là, ma mère, ivre, a décrété qu'on devait tous monter dans la voiture pour le suivre. On a pris la route, de nuit, sans ceinture, sans réfléchir. Quelques kilomètres plus loin, elle a perdu le contrôle du véhicule. On a heurté une glissière de sécurité et la voiture a tourné sur elle-même avant de s'immobiliser, fumante. Je me souviens du silence qui a suivi. Mes oreilles sifflaient, ma tête cognait, mais j'étais en vie. Ma petite sœur pleurait, coincée entre les sièges arrière. Ma mère a mis plusieurs secondes avant de réagir, les mains tremblantes, le regard vide. Cette nuit-là, j'ai failli perdre toute ma famille d'un coup. Mon père, avalé par sa détresse. Ma mère, engloutie par l'alcool et le chaos. Et nous, les enfants, spectateurs et otages d'un désastre qui n'aurait jamais dû nous appartenir. Je ne m'étais pas vraiment souvenu de cette nuit depuis l'adolescence. Elle était restée là, enfouie quelque part. Mais maintenant que j'y repense, je comprends à quel point elle a façonné tout le reste. J'étais arrêté à un feu rouge, calme, un de ces moments de pause banale dans une journée ordinaire. Devant moi, à l'intersection, 2 voitures se sont percutées de plein fouet. Le choc a été brutal, sans avertissement, comme un coup de tonnerre tombé du ciel. L'une des voitures a littéralement soulevé l'autre, les capots pliés comme du papier, les vitres pulvérisées dans l'air. J'ai vu, avec une clarté que je n'aurais jamais voulu, la conductrice de l'un des véhicules être projetée à travers son pare-brise. Son corps a traversé le verre comme si de rien n'était, comme si elle n'existait déjà plus. Elle a atterri sur l'asphalte, la tête brisée contre le sol, partiellement détachée de son cou. Il n'y a pas eu de cri. Juste le bruit métallique du choc, puis le silence que seuls les témoins comprennent. Je suis resté figé. Mon pied encore sur le frein. Autour, certains sont sortis de leur voiture, d'autres sont restés comme moi, cloués à leur siège, les yeux ouverts trop grands. Les sirènes ont mis du temps à arriver. Pas à cause du délai réel, mais parce que quand on voit ça, chaque seconde semble s'étirer. Ce n'est pas juste un accident qu'on oublie ou qu'on raconte comme une anecdote. C'est une image qu'on garde, qu'on porte avec soi, qui refait surface sans prévenir. Et tout ça, parce qu'elle ne portait pas sa ceinture. J'avais environ 9 ans quand le téléphone de la maison a sonné. C'était le vieux téléphone fixe, celui avec le cordon qui s'enroulait toujours sur lui-même. J'ai décroché, pensant que c'était pour mes parents. Mais la voix d'un homme a résonné à l'autre bout de la ligne. Il connaissait mon prénom. Il disait qu'il connaissait ma mère. Il essayait de me parler, posait des questions, d'un ton calme, presque amical. Je ne savais pas qui il était. Je n'aimais pas parler aux adultes, encore moins à ceux que je ne connaissais pas. Alors j'ai dit, je vais chercher ma maman, et je suis parti en courant. Quand elle a pris le combiné, l'homme avait déjà raccroché. On a vite oublié l'épisode. On n'a pas vu de raison de s'inquiéter. Jusqu'à quelques semaines plus tard. Une fille de l'école,
une classe au-dessus de la mienne, a disparu. Elle avait dit à ses amis qu'un homme, prétendant être un ami de sa mère, viendrait la chercher après l'école pour choisir un cadeau surprise. Il l'a kidnappée. Elle n'est jamais rentrée. On a retrouvé son corps plusieurs mois plus tard, dans un endroit isolé. Le type n'a jamais été identifié. Ce n'est que là qu'on a compris. Le coup de fil que j'avais reçu. Il faisait la même chose, appelait plusieurs filles, apprenait leurs prénoms, s'inventait un lien avec leur mère. Il cherchait. Il testait. Il sélectionnait. L'un des agents du FBI est venu chez nous. Il m'a posé des questions sur ce que j'avais entendu, sur la voix de l'homme, sur les mots qu'il avait utilisés. J'étais un enfant, et je ne savais pas comment parler de cette peur floue qui me revenait par vagues. Ce n'est que plus tard que j'ai compris ce que j'avais échappé. Ce à quoi j'avais été trop près. Ça fait 30 ans. Je n'ai jamais oublié cette voix. Et je pense à cette fille, à ce qu'elle a vécu, à ceux qui l'ont aimée. Je pense aussi à ce monstre qui, peut-être, vit encore quelque part, resté hors d'atteinte, libre. Je continue d'espérer qu'un jour, on le retrouve. Parce qu'on ne devrait jamais pouvoir faire ça à un enfant. J'étais encore qu'un enfant quand on a été témoin d'un terrible accident de moto. Un motard a percuté violemment le flanc d'une voiture qui tournait sans le voir. Il a été projeté en l'air, a traversé le dessus de la voiture comme un pantin sans poids. Avant même que son corps ne touche le sol, mon père avait déjà quitté notre voiture. Il était infirmier. Il savait ce qu'il faisait, et il ne réfléchissait pas, il agissait. Quand le motard a atterri, on a vu une profonde entaille dans sa cuisse, le sang jaillissait à un rythme terrifiant. Mon père a arraché sa cravate et l'a nouée autour de la jambe du gars, juste au-dessus de la plaie, pour faire un garrot improvisé. Quelqu'un, heureusement, avait couru chercher de l'aide. C'était bien avant les portables, alors il a fallu du temps avant que l'ambulance arrive. Pendant ce temps-là, l'état du motard s'est détérioré rapidement. Son cœur a lâché. Mon père s'est penché sur lui, et sans perdre une seconde, a commencé à lui faire un massage cardiaque, là, en plein milieu de la route. Il n'a pas arrêté jusqu'à ce que les secours prennent le relais. Le motard a survécu. Il s'en est même entièrement remis. On a su plus tard qu'il aurait probablement saigné à mort ou fait un arrêt fatal sans intervention immédiate. Mon père n'en a jamais fait toute une histoire. Pour lui, c'était simplement normal. Il disait que c'était son métier, et que tout le monde aurait fait pareil. Mais moi, je sais que ce n'est pas vrai. Tout le monde ne court pas vers quelqu'un qui s'effondre en saignant à mort. Tout le monde ne reste pas calme quand une vie est en jeu. Une seconde après la naissance de mon premier enfant, par césarienne, l'un des médecins l'a échappé. Littéralement. À peine sorti du ventre de sa mère, il l'a laissée tomber, et elle a percuté le sol de la salle d'opération. Je me souviens du son. Ce moment figé. Tout ce que mon corps a ressenti en une fraction de seconde, la panique, la colère, la peur pure, dévorante. J'ai vu le personnel médical s'agiter brusquement, la prendre dans leurs bras, la vérifier, la couvrir. Et moi, cloué sur place, incapable de faire autre chose que regarder, impuissant. Ils l'ont gardée en néonat pour une semaine. Surveillance constante, examen, observation. On nous disait qu'elle allait bien, que c'était par précaution, que tout indiquait qu'elle n'avait rien. Mais cette image restait là, entre les battements de mon cœur. Ma fille, minuscule, tombée alors qu'elle venait à peine de respirer pour la première fois. Finalement, elle s'en est sortie sans aucune séquelle. Aucun traumatisme, aucun dommage visible ou caché. Et aujourd'hui encore, elle court, elle rit, elle vit, sans savoir qu'elle a déjà traversé quelque chose que peu de gens vivent à la première seconde de leur existence. J'ai connu d'autres moments difficiles dans ma vie. D'autres coups durs. Mais rien ne m'a jamais frappé aussi fort que cette seconde-là. Une seconde où le monde a basculé, puis s'est remis en place, mais jamais tout à fait comme avant.
J'avais 5 ans. Un âge où on comprend peu, mais on ressent tout. J'avais surpris ma mère parler d'épilepsie à propos de ma sœur, un mot qui ne voulait rien dire pour moi, juste un son sérieux dans une conversation d'adulte. J'étais trop petit pour poser des questions, trop jeune pour saisir ce que ça impliquait. Et puis, un après-midi dans notre jardin, tout a éclaté. Ma sœur s'est figée soudainement, puis son corps s'est mis à trembler, à convulser, ses bras et ses jambes bougeaient dans tous les sens, ses yeux retournés, sa bouche entr'ouverte, et un bruit, comme si elle essayait de parler ou de respirer mais que rien ne passait. Je me souviens avoir crié. Pas un cri long ou dramatique. Un cri sec, court. Comme si j'avais été coupé moi aussi. Je ne savais pas quoi faire. J'ai couru chercher ma mère, les jambes tremblantes, sans comprendre ce que je venais de voir. J'étais sûr qu'elle mourrait. À cet âge, quand ton univers tient dans quelques visages, tu ne connais pas les degrés de gravité. Il y a juste la peur brute de perdre quelqu'un. Ma mère est sortie en courant, s'est mise à genoux à côté de ma sœur, a parlé calmement tout en la mettant sur le côté. Elle savait quoi faire. Elle avait déjà vu ça. Moi, non. Après, on m'a expliqué. On a mis des mots dessus. Mais ça n'a pas effacé cette première fois. Ce moment où le sol a semblé bouger sous mes pieds, où ma sœur, si vivante quelques secondes avant, semblait soudain se débattre avec quelque chose que je ne pouvais pas voir. Je suis resté marqué par cette scène pendant longtemps. Pas parce qu'elle a failli mourir, mais parce que, ce jour-là, j'ai découvert à quel point on peut se sentir impuissant, même face à quelqu'un qu'on aime de tout son cœur. Quand j'étais enfant, j'ai vu mon ami de 5 ans lutter contre la leucémie. Il n'a pas survécu. À cet âge, on ne comprend pas vraiment ce que ça veut dire être malade. On sait juste que quelque chose ne va pas. On remarque les absences à l'école, les cheveux qui tombent, les sourires fatigués. On entend les adultes chuchoter. Et puis un jour, il n'est plus là. Je me souviens de ses jouets encore rangés dans le bac, de son nom encore inscrit sur une étiquette. Les enfants posent rarement les bonnes questions. On sent que c'est triste, mais la vraie peine, la vraie ampleur de la perte, reste un peu floue. La nature nous protège, oui. Elle laisse les choses glisser au-dessus de nous comme un voile. On continue à jouer, à courir, à rire. On n'a pas encore les outils pour vraiment comprendre. Mais plus tard, ça revient. Un jour, tu y repenses, et tout devient net. Tu réalises ce que tu as vu, ce que lui a vécu. Et tu comprends que la mort, la maladie, ce ne sont pas des idées abstraites. Ce sont des choses réelles, qui frappent des gens très réels, parfois très jeunes. En grandissant, j'ai revu d'autres personnes tomber malades. Mais quelque chose était différent. Je n'étais pas paralysé. Je n'étais pas dans le flou. J'étais déjà passé par là, d'une certaine façon. Voir ça sitôt t'apprend une forme de lucidité. Ce n'est pas de l'insensibilité. C'est une sorte de préparation. Un ancrage. Premier déploiement en Irak, 2006. J'avais 20 ans. Encore presque un gamin, mais en uniforme, avec un fusil et des responsabilités qu'aucun manuel ne peut vraiment t'apprendre à porter. Le premier accrochage a été brutal. On était en patrouille quand ça a commencé à claquer. Pas un bruit sourd, pas une alarme, juste ce sifflement sec, ce craque de balle qui passe trop près. Ça ne ressemble à rien d'autre. Ton cerveau veut comprendre, ton corps veut se coucher, ton cœur fait n'importe quoi. Les premières secondes, je me suis figé. J'étais là, en plein désert, transpercé par une peur pure, primitive, celle que tu n'analyses pas, celle qui t'envahit. Et puis, bizarrement, tu t'adaptes. Le corps prend le relais. Tu te mets à plat ventre, tu réponds, tu regardes autour, tu respires à moitié. C'est comme si quelque chose s'activait en toi, un mécanisme que tu ne connaissais pas. Quelques jours plus tard, on roulait en convoi. Une route banale, droite, sans âme, comme tant d'autres là-bas. Puis soudain,
Le sol a explosé sous un des véhicules. Un iodé. L'onde de choc t'arrache les oreilles, les vitres vibrent, les radios hurlent. Il n'y a pas de préambule, pas de musique dramatique. Juste une explosion, de la poussière, des cris. Ce jour-là, j'ai compris à quel point tout pouvait basculer en une seconde. Rien ne te prépare à ça, pas vraiment. L'entraînement te donne des réflexes, mais pas la digestion de ce que tu viens de voir. Pas la nuit qui suit. Pas la manière dont tu regardes les autres ensuite. Je me suis fait poignarder dans le ventre. Rien que l'écrire semble irréel, presque lointain. Mais je m'en souviens très bien. Ce n'était pas dramatique comme dans les films, pas de musique, pas de ralenti. Juste une sensation brutale, soudaine, le choc froid d'un métal qui entre là où il ne devrait jamais aller. Le cerveau met du temps à comprendre. Tu ressens une pression, puis une chaleur étrange qui se répand, une douleur sourde qui monte vite, trop vite. Je me souviens d'avoir regardé autour, du vertige, de la panique, de mon souffle qui devenait court. Tout devient étroit. Les sons deviennent distants. Les secondes s'étirent. Je ne savais pas à quel point c'était grave. Je voyais le sang, j'essayais de tenir, de ne pas tomber. C'était effrayant. Peut-être pas pour d'autres, mais pour moi, oui. C'était terrifiant. Les gens parlent souvent de courage dans ces moments-là. Mais la vérité, c'est que tu as juste peur. Tu veux survivre. Tu veux t'en sortir. Rien d'autre ne compte. Quand j'étais chez les Louveteaux, il y avait ce grand rassemblement local, un jamboree avec toutes les meutes et troupes de la région. Des centaines de scouts réunis autour d'un terrain de football, assis dans les gradins, tous surexcités. On nous avait annoncé une démonstration spéciale, un hélicoptère allait atterrir en plein milieu du terrain. Un vrai moment fort. L'hélicoptère est arrivé en rasant le ciel, s'est mis à stationner au-dessus du gazon, parfaitement immobile, impressionnant. Et puis, en un clin d'œil, quelque chose a lâché. Il n'y a pas eu d'explosion ni d'alarme. Juste une chute brutale, comme si quelqu'un avait coupé les câbles invisibles qui le suspendaient. Il est tombé comme une pierre. Le choc contre le sol a été violent, suivi d'un fracas mécanique. L'hélico a basculé sur le côté, et les rotors, principal et arrière, ont heurté la terre. Ils se sont désintégrés en morceaux de métal qui ont volé dans toutes les directions. Les gradins sont devenus silencieux. Certains gamins criaient, d'autres se sont recroquevillés, mais personne ne bougeait vraiment. Et miraculeusement, aucun scout n'a été touché. On nous a fait rester assis dans les gradins, interdiction de bouger. Tout autour, des adultes s'agitaient, mais personne ne criait. Tout était sous contrôle, ou du moins c'est ce qu'ils voulaient nous faire croire. Des ambulanciers sont arrivés, ils ont mis un long moment à extraire le pilote et le copilote. On ne savait pas s'ils allaient s'en sortir. On ne comprenait pas tout, mais on sentait que c'était grave. Ce que je retiens de ce jour-là, ce n'est pas la peur ou l'adrénaline. C'est l'instant précis où l'impossible est devenu réel, sous mes yeux d'enfant. Un hélicoptère, censé représenter la maîtrise et la puissance, était soudain devenu un amas de ferraille au milieu d'un terrain de jeu. Et aussi étrange que ça puisse paraître, personne n'a oublié. Mon ex-partenaire a tué notre chien. C'est une phrase que je n'aurais jamais pensé dire un jour, et pourtant elle est restée gravée, nette, brutale. Je savais déjà qu'elle allait mal. Il y avait des signes. Des accès de colère, des violences verbales, physiques parfois. On m'a dit plus tard qu'elle souffrait d'un trouble de la personnalité borderline, non diagnostiqué à l'époque. Mais même en sachant tout ça, rien ne m'avait préparé à ce qu'elle a fait. Ce jour-là, ce n'est pas une dispute de plus. Ce n'est pas une tension de fond. C'est un basculement. Notre chien, cette petite vie innocente qu'on avait adoptée ensemble, que j'aimais profondément, n'a rien fait de mal. Et elle lui a ôté la vie. Je ne donnerai pas de détails ici, parce que ce n'est pas nécessaire,
et parce que moi-même je n'arrive pas à les oublier. C'est là que j'ai compris, dans tout mon être, que je vivais avec quelqu'un de dangereux. Pas seulement pour moi. Pour tout ce qui était fragile, vulnérable, à portée de ces émotions incontrôlées. Ce n'était plus une question d'amour, de patience, ou d'essayer d'aider. C'était une question de survie, de lucidité. Le choc a mis du temps à se dissiper. La tristesse, la colère, la culpabilité aussi, de ne pas être parti plus tôt, de ne pas avoir protégé assez. Mais ce que j'ai vu ce jour-là m'a forcé à ouvrir les yeux. Définitivement. Je pense encore à ce chien. À sa confiance. À la douceur qu'il apportait. Et c'est aussi pour lui, quelque part, que je me suis extrait de cette relation. Je suis arrivé dans un virage sur l'autoroute, et là, juste devant moi, un bus scolaire renversé sur le bas-côté, couché sur le flanc. De la fumée s'échappait de dessous, les roues tournaient encore, dans le vide, comme si le bus n'avait pas compris qu'il s'était arrêté. C'était une autoroute à 3 voies, heure de pointe, entre 7h30 et 8h du matin. Et pourtant, j'étais seul. Aucun autre véhicule à l'horizon. Juste moi, ce bus accidenté, et un silence irréel dans un lieu normalement saturé de bruit. J'ai freiné brusquement, me suis rangé sur le côté, le cœur battant trop fort. Et là, j'ai vu le conducteur du bus grimper par la fenêtre qui se trouvait maintenant en haut du véhicule, sauter à terre, et s'enfuir en courant vers la pente herbeuse, sans un mot, sans un regard en arrière. Moi, je courais dans l'autre sens. Vers le bus. Le téléphone à l'oreille, j'appelais les secours en hurlant presque, sans m'en rendre compte. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais trouver. J'imaginais des enfants coincés, blessés, ou pire. Un bus scolaire, ici, n'a pas de ceinture. S'il était plein, le chaos devait être indescriptible. Et dans ma tête, c'était déjà trop tard. Je traînais mon propre passé comme un sac rempli de verres brisés, un ancien accident, de la tôle et du sang, des nuits sans sommeil. Et là, tout se rallumait en moi, vif et incontrôlable. J'ai atteint le bus, respirant mal, les mains prêtes à ouvrir, à tirer, à faire tout ce que je pouvais. J'ai regardé à l'intérieur. Vide. Aucun cri. Aucun enfant. Pas une âme. Juste les banquettes, tordues par le choc, et une légère odeur de carburant dans l'air. Le soulagement est tombé d'un coup, comme une vague après la tempête. Mes jambes ont tremblé. Je suis resté là, à respirer, à répéter au téléphone que le bus était vide. Deux choses. Deux poids qui ne partent jamais. La première, c'est mon fils. Quand il est mort. Rien ne prépare à ça. Rien. Pas les discours, pas les films, pas les prières, pas les silences. Ce n'est pas juste la perte. C'est ce que tu vois dans le regard de ta femme. Cette douleur figée, ce vide soudain, cette détresse animale qui remplace les mots. Je revois encore son visage. Et c'est ça, plus que tout, qui revient la nuit. Pas la scène en elle-même, mais ce que ça a fait d'elle. Ce que ça a fait de nous. La deuxième, c'était à Kaboul. Le 9 septembre 2006, le jour de Massoud. Un vieille voiture piégée. J'ai senti la détonation dans mes os. Le souffle a arraché l'air du monde. Une UMV s'est envolée, littéralement, projetée à plusieurs mètres au-dessus du sol. 19 morts. Plus de 50 blessés. Et les corps, la plupart n'étaient pas entiers. Des fragments de vie, de chair, de vêtements. Des cris dans toutes les langues. Et cette odeur, le mélange de métal brûlé, de poussière, de sang. Elle te reste sur la peau, dans la gorge. L'un des soldats tués était une femme. Elle avait passé la cinquantaine. La plus âgée tuée en Afghanistan à ce moment-là. Ils ont retrouvé une jambe. Rien d'autre. Juste ça. Une jambe. C'est tout ce qu'il restait d'une personne complète, avec une vie, une histoire, des proches.
Et moi, debout là, tremblant, incapable de comprendre comment tout avait basculé en une seule seconde. J'ai eu d'autres frayeurs, en Irak, à Kaboul. Des obus, des tirs, des explosions plus petites. Mais ce jour-là, c'est celui où j'ai goûté l'adrénaline la plus pure, la plus glaciale. Celle qui ne te rend pas plus fort, juste plus conscient que la vie ne tient à rien. Pas une croyance, pas une règle, juste une fraction de seconde. J'étais à un meeting aérien, un de ces événements bruyants et pleins de monde, quand un B-2 Spirit, un bombardier furtif, est apparu à l'horizon. Ils ont annoncé qu'il rentrait d'Afghanistan. La foule a levé les yeux, curieuse, excitée. Moi aussi. Mais ce n'était pas comme les autres avions. Il avançait presque sans bruit. Aucune traînée, aucun grondement assourdissant. Juste cette silhouette noire, étrange, qui flottait dans le ciel comme un objet qui n'aurait pas dû être là. On aurait dit un vaisseau spatial, un truc de science-fiction. Un triangle sombre, glissant au-dessus de nous. Quand il s'est approché, il a ouvert une des soutes à bombes. Lentement, sans effet dramatique. Juste une trappe qui s'ouvre. Et à l'intérieur, vide. Rien. Un vide mécanique, glacé. Et c'est là que j'ai eu un moment. Ce vide, parfois, il n'est pas vide du tout. Parfois, ce que ce B-2 transporte, ce sont des armes capables d'anéantir des villes entières. Parfois, il ne rentre pas simplement d'une mission de routine. Parfois, il survole des pays en tenant, là-dessous, de quoi effacer des centaines de milliers de vies en quelques secondes. C'était un mélange étrange. L'émerveillement devant une prouesse technologique et cette prise de conscience glaciale, ce qu'on est capable de créer, ce qu'on fait voler au-dessus du monde. Un avion silencieux, presque invisible, transportant parfois l'arme la plus bruyante qui existe. C'était beau, presque irréel, et profondément inquiétant. Au lycée, j'étais allé chez un type pour acheter de l'herbe. C'était la première fois que je passais par lui, il avait une réputation un peu louche, mais plein de gens que je connaissais s'approvisionnaient chez lui, donc je m'étais dit que ça irait. Il m'a invité chez lui. On est monté dans sa chambre, c'était calme, détendu. Il était là avec un autre gars, on a fumé un peu, parlé, tout semblait normal. Rien d'inquiétant. Pas de tension. Puis je me suis levé pour partir. Je suis allé jusqu'à ma voiture, garée dans son allée. J'étais sur le point de faire marche arrière quand j'ai vu la porte d'entrée s'ouvrir. Les deux types sont sortis. Celui qui m'avait vendu l'herbe tenait un fusil à pompe. Il a marché tranquillement vers moi, s'est arrêté à quelques mètres. Il a levé le canon, droit vers mon visage. Là, j'ai su ce que ça faisait de regarder dans le tunnel d'un fusil, et de ne pas savoir si quelqu'un allait appuyer ou non sur la détente. Mon cœur s'est arrêté. Mon cerveau est allé dans toutes les directions à la fois. Plus un son, plus un mouvement. Juste le froid brutal de cette seconde. Puis, il a baissé le fusil. Lui et l'autre gars se sont mis à rire comme si c'était une blague entre potes. Un truc drôle, apparemment. Pour eux. Moi, j'étais figé. Mais j'ai réussi à faire passer la voiture en marche arrière et à m'éloigner. Sans un mot. Sans un regard. J'ai conduit jusqu'à chez moi, chaque muscle tendu, chaque battement de cœur résonnant dans ma gorge. Je ne suis jamais retourné chez ce gars. Évidemment. C'était en 2013, mais je m'en souviens comme si c'était hier. Il y a environ 16 ans, j'étais simplement en train de faire la vaisselle. La cuisine donnait sur le jardin de devant, une journée banale, sans histoire. Jusqu'à ce que je lève les yeux et voie une équipe du SWAT entière s'approcher de ma maison. Des fusils, des gilets, des visages concentrés. D'abord, j'ai cru à une erreur. Une opération ailleurs. Puis on a frappé à ma porte. J'ai ouvert, un peu sonné.
Un des agents me regarde droit dans les yeux et dit calmement « Madame, un suspect de meurtre se trouve dans votre jardin. Nous devons entrer. » Je n'ai pas réfléchi une seconde. Je les ai menés vers l'arrière. Ensuite, tout s'est passé trop vite pour que je garde une chronologie claire. Ils ont balayé la zone, communiqué entre eux, puis sont ressortis aussi vite qu'ils étaient entrés. Ce que j'ai appris après m'a glacé. Un homme venait de tuer quelqu'un à 2 rues de chez moi. Il avait fui la scène, et s'était caché dans le jardin de mon voisin pendant plusieurs heures. Couché dans l'ombre, invisible, juste là. Quand la police a fini par être alertée et a encerclé la zone, il avait sauté la clôture, et s'était retrouvé dans mon jardin. Il était là pendant que je faisais la vaisselle. Juste derrière le mur. Quand il a senti les forces de l'ordre se rapprocher, il a sauté encore, a fui dans un autre jardin, puis dans la rue, où il a été abattu. J'y repense parfois. La banalité du moment. La vaisselle. L'eau tiède. Et derrière cette fenêtre, un homme qui avait du sang sur les mains, couché dans l'herbe à quelques mètres. Je n'ai jamais revu un SWAT de si près. Et je ne regrette pas d'avoir quitté ce quartier. Certaines choses, tu ne les vis qu'une fois. Et c'est largement suffisant. Juste avant que ma femme accouche, une deuxième équipe entière d'environ 20 médecins, infirmières, internes et spécialistes est entrée dans la salle. Leur arrivée soudaine m'a franchement déstabilisé. Je ne m'attendais pas à ce que ça prenne une telle tournure. Quand le bébé est né, il n'a pas pleuré. Aussitôt, on l'a emmené à une table spéciale sans vraiment nous expliquer ce qui se passait. Mon cœur s'est serré. Je regardais ma femme, qui était encore en train de reprendre son souffle, et je ne savais pas si je devais la rassurer ou courir voir ce qu'il faisait au bébé. Le silence dans la pièce, seulement interrompu par les murmures techniques entre les professionnels, me donnait l'impression que le temps s'était figé. Finalement, on nous a expliqué qu'il y avait juste un peu de liquide dans les poumons, rien de grave. Ils ont aspiré doucement et quelques minutes plus tard, on a enfin entendu un cri. Un petit cri, mais assez fort pour faire lâcher la pression dans toute la pièce. On aurait dit que tout le monde respirait à nouveau en même temps. J'ai compris ce jour-là qu'un accouchement peut basculer à tout moment, que même quand on pense avoir tout prévu, il y a des choses qui nous échappent complètement. Ce n'était pas le scénario auquel je m'étais préparé, mais c'est celui qu'on a vécu. Une nuit, vers 1 heure du matin, je me suis retrouvé à traverser une passerelle très isolée dans ma ville. Il n'y avait pas une seule voiture, pas une âme qui vive aux alentours, juste moi et le silence. Alors que je m'avançais, j'ai vu un groupe de 10 à 15 chiens errants apparaître au loin, venant dans ma direction. Ils étaient de tailles différentes, certains plutôt petits, d'autres vraiment imposants. Impossible de faire demi-tour ou d'éviter le passage. Je devais passer, c'était la seule voie. Ils étaient maigres, nerveux, affamés. L'un des plus petits, un sale teigneux, a commencé à grogner et aboyer en me fixant. Comme s'il voulait prouver quelque chose aux autres. Évidemment, il a lancé la dynamique, et tous les autres ont suivi. En quelques secondes, toute la meute était en alerte, me tournait autour, grognait, aboyait. Certains avançaient à pas lents, d'autres me regardaient sans ciller. Je savais qu'au moindre geste de panique, c'était fini. Si j'essayais de courir, de frapper, même de crier, ils allaient me sauter dessus. Je n'aurais eu aucune chance. Ce n'étaient pas des chiens de compagnie, c'était une meute. Et moi, j'étais seul, fatigué, vulnérable. La seule pensée qui occupait mon esprit, c'était celle de finir déchiqueté, effacé en silence sur un pont désert, sans témoin. Je me suis forcé à ignorer ma peur, à ne rien montrer. Je les ai dépassés lentement, les yeux fixés droit devant moi, comme s'ils n'étaient pas là. Ils ont continué à aboyer encore un peu, mais ils n'ont pas attaqué. Aucun ne m'a touché. Je roulais dans une zone rurale, une de ces longues routes tranquilles bordées d'arbres denses et de silence. Ma fille, assise à l'arrière, a soudain dit « Maman,
je crois qu'elle a besoin d'aide. J'ai freiné, fait demi-tour, et là, sur le bas-côté, j'ai vu une jeune fille d'environ 12 ans, couverte de sang. Elle se tenait debout, droite mais vacillante, le regard ailleurs. Je ne comprends pas comment j'ai pu ne pas la voir en passant. En m'approchant, une autre fille du même âge est sortie des bois. Elle m'a dit que leur voiture avait fait des tonneaux. J'ai appelé les secours tout de suite, puis je me suis enfoncé dans les arbres, laissant ma fille garder les 2 gamines avec les serviettes qu'on avait dans le coffre. À quelques mètres à peine, le sol plongeait dans un ravin raide d'au moins 15 mètres. Et au fond, une voiture retournée, méconnaissable. C'est là que je l'ai entendue, une voix de femme, hurlant sans s'arrêter, « Mon bébé, mon bébé !» Ces cris, même d'aussi loin, vous traversent. Pas juste les oreilles, tout le corps. Je ne pouvais pas descendre, c'était trop dangereux. J'ai juste crié qu'on avait appelé les secours, que de l'aide arrivait. Puis je suis resté figé là, entre la panique et l'attente, espérant entendre autre chose que cette détresse brute. Les pompiers sont arrivés très vite, presque trop vite pour que je comprenne comment. Ils ont pris le relais, descendu avec des cordes, organisé tout comme si ce genre de chaos faisait partie de leur quotidien. On a enveloppé les filles dans nos serviettes, on leur a donné de l'eau, et puis on s'est écarté. On était inutile, mais on ne pouvait pas partir. On est resté là, à regarder sans voir, le cœur trop lourd pour qu'aucun mot ait du sens. J'ai appris plus tard, en lisant le journal local, que la plus jeune des filles n'avait pas survécu. 9 ans. Depuis, chaque fois que je reprends cette route, mes yeux scannent automatiquement les bois à cet endroit précis. Comme si une partie de moi s'attendait à revoir une silhouette, ou cherchait quelque chose que je n'ai pas pu faire ce jour-là. Un jour, pendant qu'on passait une journée à la plage en famille, j'ai vu un groupe de personnes un peu plus loin s'amuser à sauter d'une falaise dans l'eau. On les observait distraitement entre 2 conversations, c'était impressionnant à voir. Les sauts étaient hauts, risqués, mais tout le monde avait l'air de s'amuser. Puis l'un des gars a sauté. Et on a tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. Il a touché l'eau dans un angle bizarre, on a entendu un bruit sourd, un cri étouffé, et puis plus rien. Il n'est pas remonté. Au début, ses amis ont cru à une blague ou à un plongeon plus profond. Ils l'ont appelé, ont ri nerveusement, puis ont plongé pour le chercher. Le ton a changé très vite. Les rires sont devenus des cris, les regards se sont mis à balayer frénétiquement la surface de l'eau. Une fille a hurlé son nom encore et encore, sa voix se brisant à chaque fois. Un autre plongeait encore et encore, incapable de rester à la surface plus de quelques secondes. C'était un moment suspendu, où plus personne ne parlait sur la plage. Même les enfants autour de nous avaient arrêté de jouer. On n'entendait plus que les appels, le clapotis de l'eau, la panique. Des sauveteurs sont arrivés assez rapidement, mais à ce moment-là, on savait tous que trop de temps s'était écoulé. Il y avait ce poids dans l'air, cette certitude qui s'installe sans qu'on ose la dire à voix haute. J'avais 7 ans quand j'ai vu une moto percuter une voiture familiale à une intersection pas loin de chez nous. Le choc a été brutal, rapide, le genre de choses que le cerveau d'un enfant n'est pas prêt à enregistrer. Le motard a volé en l'air, et sa tête a traversé une des vitres du break avec un fracas que j'entends encore parfois dans mes souvenirs. Quand il s'est relevé, son visage était une masse de sang. Il criait qu'il ne voyait rien, les mains tendues devant lui comme s'il cherchait à attraper quelque chose qui n'était pas là. Il hurlait, complètement paniqué, sa voix tranchant l'air, brute, animale. Ce n'étaient pas des mots, c'était de la terreur pure. Il marchait en cercle, trébuchait, et je n'arrivais pas à détourner les yeux. Ma mère m'a agrippé par le bras et m'a traîné loin de la scène, en me disant de ne pas regarder, mais il était trop tard. Je l'avais vu. J'avais vu ce visage ouvert, ce regard absent noyé sous le sang, cette détresse absolue. Et malgré les années, malgré tout ce qui est venu après, ce moment-là est resté. Je vais sur mes 47 ans aujourd'hui, et pourtant parfois, dans un flash qui sort de nulle part, je revois exactement cette scène.
j'ai ouvert la porte de la maison où j'avais grandi, pensant revenir dans un endroit familier. Mais ce que j'ai vu en franchissant le seuil n'avait plus rien à voir avec le souvenir d'un foyer. Chaque centimètre de mur, de sol, de meubles était couvert d'une suie noire, collante, épaisse. L'air lui-même était irrespirable, saturé par cette odeur de fumée ancienne et de quelque chose de plus lourd, plus organique. Et puis, mon regard est tombé sur lui. Mon père, face contre le sol, allongé dans une mare de sang. Immobile. Un fusil à quelques centimètres de lui. Je ne me souviens pas d'avoir crié. Je ne sais même pas si j'ai bougé tout de suite. Mon corps avait gelé, coincé entre l'horreur de ce que je voyais et l'instinct brut qui me hurlait de fuir. Je ne savais pas encore que mon frère était déjà mort. Je ne savais pas dans quelle pièce il était, ni ce qu'il avait fait exactement. Mais dans ce moment suspendu, je ne pensais qu'à une chose, il était encore là, quelque part, et j'étais peut-être le suivant. L'idée était irrationnelle, mais elle s'est installée avec une telle force que j'avais l'impression qu'il me regardait à travers les murs. Je suis sorti en reculant, les jambes tremblantes. J'ai réussi à refermer la porte sans vraiment savoir pourquoi. Peut-être par réflexe. Peut-être pour contenir quelque chose que je ne voulais pas laisser s'échapper. J'ai atteint ma voiture tant bien que mal, les mains tremblantes au point que mettre la clé dans le contact relevait de l'exploit. Mon téléphone a failli tomber de mes doigts alors que je composais le 911. À ce moment-là, je n'étais plus adulte, plus logique, plus rien. Juste une personne terrifiée, perdue dans une scène qui n'aurait jamais dû exister. J'avais 15 ans quand le petit ami de ma sœur a commencé à vivre chez nous. Ce n'était pas idéal, mais à cet âge-là, on pense que les adultes savent ce qu'ils font. Jusqu'à ce jour-là. Je me souviens encore du silence étrange qui régnait dans la maison juste avant que tout bascule. Puis les cris. Des bruits sourds, des coups, des pleurs étouffés. Ma sœur hurlait, et j'étais le seul à la maison. J'ai figé, incapable de savoir si je devais courir, intervenir ou me cacher. Heureusement, notre jardin était partagé avec celui de mes grands-parents, et mon grand-père, qui a entendu les hurlements, n'a pas attendu une seconde. Il a couru jusqu'à notre porte, armé. Pas une menace, pas une hésitation, juste une présence qui a tout arrêté. Il a fait sortir le type de la maison, l'a tenu à distance. Ma sœur était en sanglots, le visage marqué, les mains tremblantes. Je pensais que le pire était passé. Mais le lendemain matin, à peine le soleil levé, un vacarme a fait exploser le silence de la maison. Cris. Choc. Un bélier contre la porte. Des hommes armés enfonçant tout sur leur passage. Avant que j'aie le temps de comprendre, je me retrouvais au sol, un canon pointé vers ma tête, figé entre la panique et l'incompréhension. Ils ont plaqué ma mère, ma sœur, ils fouillaient partout, comme si on cachait des secrets dans chaque tiroir. On a su plus tard que sa relation avec son petit ami n'était pas qu'une histoire d'amour toxique. Ensemble, ils vendaient de la drogue depuis notre maison, et tout ce chaos avait été surveillé, épié, compilé, jusqu'à ce que les forces de l'ordre décident de frapper. En moins de 24 heures, j'avais vu ma sœur se faire battre, puis j'avais eu une arme braquée sur moi par des gens en uniforme, sans savoir pourquoi. À 15 ans, tu penses que ta maison est un refuge. Cette semaine-là, elle est devenue un champ de bataille. C'était un grand meeting d'athlétisme au lycée, un de ces événements où tout le monde est là, les athlètes, les entraîneurs, les parents, les cris, le bruit des haut-parleurs, l'énergie un peu chaotique d'une centaine de choses qui se passent en même temps. Les filles s'échauffaient pour le lancer du disque. Pour celles qui ne connaissent pas, le disque au lycée pour les filles fait 1 kg, avec un anneau en métal autour pour la prise. Pas un jouet. Un objet capable de faire de sérieux dégâts. Ma copine avait lancé, puis était allée tranquillement récupérer son disque, comme d'habitude. Mais une autre fille, impatiente ou mal encadrée, est entrée dans le cercle sans vérifier si le terrain était dégagé. Elle a saisi son disque, a fait son mouvement, et l'a lancé à pleine puissance. On a regardé.
On a vu notre ami ramasser son disque, se retourner, et prendre un disque de métal en pleine figure, entre le nez et le front. Le bruit qu'il a fait a coupé court à toutes les conversations dans un rayon d'au moins 15 mètres. Un son sec, métallique, irrationnel. Le genre de son qu'on ne devrait jamais associer à un corps humain. Nous, on est restés figés. Pas par indifférence, mais par cette paralysie étrange qui vous cloue sur place quand votre cerveau refuse d'accepter ce qu'il vient de voir. Elle est tombée, évidemment. Il y a eu des cris, puis des gens ont accouru, et très vite une ambulance. Elle s'en est sortie, c'est ça le pire. Elle a même repris le car avec nous pour rentrer chez nous plus tard dans la journée. Une commotion cérébrale, un œil au beurre noir, une large ecchymose, et plus tard on a appris qu'elle avait perdu une grande partie de son odorat. Juste comme ça. En une seconde. Plus de 30 ans ont passé depuis. Et pourtant, je n'ai jamais pu effacer ce moment. Il revient parfois sans prévenir, dans un silence trop fort ou en voyant quelqu'un lancer un objet. Ce n'est pas l'image qui revient en premier. C'est le son. Celui qu'on n'oublie pas. J'attendais dans ma voiture à une station-service à East Auckland, juste pour prendre de l'essence et quelques blunts. Ambiance normale, du monde autour, rien de particulier. Puis un gars sort avec un pistolet à eau et asperge une fille en rigolant. Elle n'a pas trouvé ça drôle du tout. Elle s'est énervée, l'a insulté, puis est partie. Le mec, lui, a continué à traîner là, détendu. 5 minutes plus tard, une voiture arrive en trombe. Son mec descend, pas un mot. Il sort un flingue, vise, tire. 1, 2, peut-être 3 fois. J'ai vu la flamme sortir du canon, le bruit sec qui résonne contre les murs de la station, et le gars qui se prend une balle en pleine poitrine. Le sang a jailli. Pas comme dans les films. C'était vif, réel, un choc instantané. Le tireur est reparti aussi vite qu'il est venu. Tout le monde s'est éparpillé, certains hurlaient, d'autres s'éloignaient comme si ce genre de truc faisait juste partie de la journée. Moi, j'étais figé. Pas par peur, pas vraiment. C'était plus comme une tension glaciale qui descend dans les bras, quand tu réalises que ça ne tenait qu'à quelques secondes, quelques mètres, pour que ce soit toi. Ce n'est peut-être pas la scène la plus terrifiante que j'ai vue, j'ai bossé comme croque-mort pendant des années, j'ai vu des corps déchiquetés, des accidents qui ne ressemblaient plus à rien d'humain, mais c'est dans le top 3, facile. Je suis allé jeter un œil par la porte d'entrée, pensant simplement vérifier si mon chien avait fini de faire pipi dans la neige. 30 secondes, c'est tout ce que j'avais détourné le regard. Et là, il était étendu sur le côté, immobile dans la blancheur du jardin. Figé, le corps raide, la tête tournée d'un angle étrange. Il n'y avait aucun bruit. Pas un souffle. Rien. J'ai dévalé les marches pieds nus dans la neige sans y penser une seule seconde. Quand je l'ai touché, sa fourrure était glacée. Il était rigide. Mort, c'est ce que mon cerveau m'a dit immédiatement. Pourtant, je ne me suis pas écroulé, je n'ai pas crié. Quelque chose en moi s'est verrouillé. L'adrénaline a pris le relais. J'ai commencé à lui faire des compressions thoraciques comme si j'avais toujours su comment faire, alors que je n'avais jamais fait ça sur un humain, encore moins sur un chien. Je ne sais pas exactement combien de temps j'ai continué. 3, peut-être 4 minutes. Le temps était distordu. Puis, il a tressailli. Juste un spasme, puis un autre. Et soudain, il a bougé, s'est redressé maladroitement, a vomi encore et encore dans la neige fondue. C'était un mélange de soulagement brut et de peur résiduelle. J'ai couru le mettre dans la voiture et je suis parti droit chez le vétérinaire, sans même me chausser. Ils m'ont expliqué qu'il avait probablement aspiré du vomi, qu'il s'était étouffé en silence. Personne n'aurait pu deviner. C'est un accident qu'on imaginera, mais il suffit d'un instant, d'un détail. Ce n'est pas mon histoire, mais je crois que mon grand-père a vu des choses vraiment terribles quand il était enfant, dans le sud de la Chine.
Sa famille possédait un petit lopin de terre, pas un empire, juste assez pour vivre. Mais après la guerre civile, quand les communistes ont pris le pouvoir, même un peu de propriété suffisait pour faire de vous une cible. Son père était mort avant 1949, après avoir travaillé au Canada pour envoyer de l'argent à sa famille restée au pays. Ça aurait pu être un geste noble, ça a fini par devenir une preuve contre eux. Les autorités locales les ont accusés d'être des ennemis du peuple. Sa mère a été battue. Lui, encore enfant, a été forcé de s'agenouiller sur des éclats de verre, probablement avec ses frères et sœurs. Ce n'était pas une punition, c'était un message, tu es coupable de ce que ta famille représente. Il n'a jamais raconté tout dans les détails, mais ce genre de souvenir se transmet sans qu'il ait besoin de le dire clairement. C'est dans les silences, dans la manière de regarder ailleurs quand certaines questions sont posées. Ma grand-mère chinoise, elle aussi née dans les années 40, a vécu cette même époque, entre les famines, la révolution culturelle, la surveillance constante. Ils ont traversé des décennies où l'horreur pouvait surgir du jour au lendemain, non pas sous forme d'accidents ou de violences isolées, mais comme un système normalisé, un mode de vie. Et puis, du côté anglais, mon autre grand-père. Soldat. Il a aidé à libérer un camp de travail nazi. Il ne disait jamais un mot à ce sujet. Pas une phrase, pas une anecdote. Rien. Mais le silence parlait pour lui. Ce genre de silence qui pèse, même à travers les générations. Un silence qu'on ne remplit pas. Quand je travaillais de nuit dans un hôtel, nous hébergions une équipe de techniciens en maintenance d'éoliennes. Ils étaient arrivés pendant la journée et devaient partir travailler la nuit pour minimiser les temps d'arrêt. Donc, quand j'arrivais pour mon service, eux partaient pour le leur. Vers 4 heures du matin, je reçois un appel d'un inconnu qui disait travailler pour cette entreprise. Il m'informa que l'équipe allait bientôt revenir à l'hôtel. Un de leurs collègues, qui travaillait dans une toute autre région de la Suède, avait fait une chute. Ils le connaissaient tous, et ils étaient tous conscients des risques liés à leur métier. Celui qui avait chuté était mort sur le coup. L'homme au téléphone me demanda de bien vouloir laisser l'équipe prendre ce qu'elle voulait à la boutique de l'hôtel et de facturer cela à l'entreprise. J'ai tout de suite quitté la réception, en enfreignant le règlement, pour aller dans la cuisine du restaurant et préparer quelques sandwichs. J'ai tout mis sur un plateau, ouvert une salle de conférence et arrangé un petit espace avec des bougies pour qu'ils puissent s'y retrouver et pleurer leurs collègues. Je leur ai dit qu'ils pouvaient y aller pour prendre un moment à eux. Finalement, ils ont seulement pris quelques petites choses à la boutique, comme de l'eau et des sandwichs en plus. À 7 heures, lors du changement de poste, j'ai eu un débriefing avec mon responsable et je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Nous étions tous les deux d'accord pour ne pas facturer l'entreprise. L'équipe a vraiment apprécié ce geste et d'avoir une pièce privée plutôt que de devoir rester dans le hall pour pleurer. Mais l'ambiance cette nuit-là était très lourde. Ils ont été autorisés à repartir chez eux le lendemain matin. Une nouvelle équipe est arrivée quelques jours plus tard pour terminer le travail. Même s'ils n'étaient pas sur le même site que leurs collègues décédés, ils ont été renvoyés chez eux pour faire leur deuil. Je nageais avec ma nièce et mon neveu dans la piscine à vagues. J'avais à peine remarqué 2 garçons d'environ 10 ans et une petite fille d'environ 5 ans qui se dirigeaient vers le grand bassin. Quelques instants plus tard, les vagues ont commencé et les garçons ont rapidement nagé vers la partie peu profonde. Sans vraiment y prêter attention, j'entends une petite voix demander de l'aide. Entre 2 grosses vagues, j'aperçois la fillette essayer de grimper à l'échelle, mais une vague suivante la rejette à nouveau dans l'eau. Je regarde les maîtres nageurs, mais ils sont en train de discuter entre eux et ne surveillent pas la piscine. Une autre vague arrive et elle est complètement submergée. Il faut savoir que je suis un bon nageur, et pourtant même pour moi, cette partie profonde est difficile à gérer. Je nage donc jusqu'à elle pour vérifier si tout va bien, je l'attrape par le coude et la soulève hors de l'eau. Je lui demande si elle va bien. Entre 2 respirations saccadées, elle me dit qu'elle est asthmatique. Je lui demande si elle veut retourner dans l'eau peu profonde. Épuisée et à bout de souffle, elle hoche simplement la tête.
Je la ramène jusqu'à un endroit où l'eau lui arrive aux genoux et lui demande de me montrer ses parents. Elle me les indique, et quand je lui redemande si elle va bien maintenant, elle me répond que oui. Ce n'était pas très effrayant pour moi, mais sûrement terrifiant pour elle. En marchant dans le sud de Philadelphie il y a 2 ans, je suis passé sous un viaduc près du front de mer, en direction d'un café. Peu après avoir traversé la rue, j'ai ressenti une énorme onde de choc dans le dos, accompagnée de chaleur et d'un bruit semblable à celui d'un coup de canon. En me retournant, j'ai vu un immense nuage de feu sous le viaduc, exactement là où je me trouvais quelques secondes auparavant. J'étais hypnotisé par la manière dont le feu suspendu dans l'air se dissipait lentement en fumée, sans laisser de traces visibles, ni de dégâts apparents. Il n'y avait personne dans la zone touchée, ni aucun matériau inflammable à proximité. J'ai aussitôt appelé les services d'urgence pour signaler l'incident. En continuant mon chemin, j'ai échangé avec d'autres personnes sorties de chez elles pour comprendre ce qu'il s'était passé. En arrivant à mon café habituel, à plusieurs rues de là, on m'a demandé si je savais ce qu'était ce bruit. Puis, en retournant au travail, un établissement scolaire, mes collègues m'ont demandé ce qu'il se passait, car j'étais le seul membre du personnel à l'extérieur au moment de l'explosion, qui avait entraîné le confinement immédiat de tout le bâtiment. Les secours ont reçu de nombreux appels, mais comme aucune trace de dégâts n'a été constatée, il n'y avait rien de particulier à faire. La meilleure explication que j'ai entendue est qu'il y aurait eu un accident sur l'I-95, provoquant une fuite de carburant qui se serait écoulée à travers les canaux d'évacuation de pluie jusqu'à sous le viaduc. Une étincelle aurait pu suffire à tout enflammer, créant cette énorme boule de feu que j'ai vue. Heureusement, personne n'a été blessé, moi y compris, mais si j'étais parti déjeuner quelques secondes plus tard, je n'ose imaginer ce qui aurait pu se passer. Cette explosion soudaine, entendue dans toute la ville, sans cause évidente, aurait pu me coûter la vie. Et ceux qui sont sortis en voyant la fumée auraient été les premiers à me trouver, sans comprendre davantage que moi ce qu'il s'était passé. Je pense encore à cette vision étrange, un nuage de feu se transformant en langue de flammes tourbillonnantes, se dissipant lentement dans l'air jusqu'à disparaître complètement. Quand j'avais environ 15 ans, mes parents travaillaient de nuit, ce qui voulait dire que j'étais seul à la maison presque toute la semaine. Un soir, avant de partir, ils ont reçu la visite de mon cousin adulte et d'un de ses amis. Ils ont discuté un moment, puis tout le monde est reparti quand mes parents sont partis travailler. Quelques heures plus tard, l'ami de mon cousin est revenu en frappant à la porte. Il disait qu'il avait oublié sa bière sur la table. Sans trop réfléchir, je lui ai ouvert. J'étais jeune, naïve, je ne voyais pas le danger. Au lieu de récupérer sa bière et partir, il est entré et s'est installé tranquillement sur le canapé, comme s'il était chez lui. J'ai été glacé sur place. Instinctivement, je suis allé dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte. Je ne savais pas quoi faire, alors j'ai appelé ma mère. Quand je lui ai expliqué la situation, elle est entrée dans une colère noire. Pendant que je lui parlais, il essayait d'ouvrir la porte de ma chambre en me disant d'ouvrir. Ma mère m'a ordonné, passe-lui le téléphone. Alors j'ai entrouvert la porte juste assez pour lui coller le téléphone dans les mains et j'ai dit, ma mère veut te parler. Puis j'ai refermé la porte et l'ai verrouillée à nouveau. Mais en l'apercevant brièvement, j'ai remarqué quelque chose d'encore plus inquiétant, il était clairement excité. C'est à ce moment-là que j'ai eu vraiment peur. Peur qu'il parvienne à entrer. Peur de ce qui allait m'arriver. Je ne sais pas ce que ma mère lui a dit au téléphone, mais il est parti tout de suite. Dès que j'ai entendu la porte d'entrée se fermer, j'ai couru pour aller la verrouiller. La police est arrivée peu après. J'ai expliqué ce qui s'était passé. Ils m'ont dit d'appeler à nouveau s'il revenait et qu'ils allaient essayer de le retrouver. Malheureusement, ils devaient surveiller les environs car peu après le départ des agents, il est revenu. Cette fois, il hurlait en frappant la porte, exigeant que je le laisse entrer. J'ai rappelé le 911. Ils sont revenus et l'ont arrêté. Plus tard, mon cousin m'a dit que sa femme l'avait quitté après avoir appris ce qu'il avait fait. Elle est partie avec les enfants. Mon cousin lui a aussi clairement fait comprendre que s'il le revoyait un jour, ce ne serait pas joli.
Quelques années plus tard, je travaillais dans une banque lorsqu'il est entré. Mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse. Je me suis précipité dans la salle de repos avant qu'il ne puisse me voir. Aujourd'hui, avec le recul, à 42 ans, je réalise à quel point tout aurait pu basculer. Ce soir-là, tout aurait pu très mal finir. Mais j'ai eu une chance incroyable. Ce qui m'a le plus terrifié, c'est peut-être le fait que je ne voyais rien, que je n'entendais que les sons. Ma mère et mon beau-père étaient en train de se disputer violemment, enfermés dans leur chambre. Moi, j'étais dans le couloir, juste derrière la porte. À un moment, tout est devenu étrangement silencieux, et tout ce que j'entendais, c'était les cliquetis secs, précis, mécaniques, de lui en train de manipuler son fusil de chasse. J'étais pétrifié. Incapable de bouger. Je ne savais pas ce qu'il faisait avec cette arme. Je ne savais pas si ma mère était en danger, si moi et mes frères et sœurs l'étions aussi. Il avait déjà été violent auparavant, mais jamais à ce point. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Ça m'a paru une éternité. Il y avait des voix basses, des mots que je n'arrivais pas à distinguer, et toujours ces bruits métalliques du fusil qu'il démontait, remontait, manipulait. Au bout d'un long moment, ma mère est sortie de la chambre. Seule. C'est la première et la dernière fois que je l'ai confrontée à son comportement, à lui. Je lui ai dit ce que j'avais entendu. Je lui ai demandé ce qui se passait. Je lui ai dit que ce n'était pas normal, pas acceptable. Elle a gardé son calme et m'a simplement assuré que ce n'était rien. Qu'il faisait ça, démonter et remonter son arme pour se détendre. Parce qu'il était militaire. Que c'était une habitude apaisante pour lui. Et que je n'avais pas à m'inquiéter. Ce qui m'a le plus bouleversé, c'est son aplomb. Son absence totale de peur. Sa certitude que tout allait bien. À ce moment précis, j'ai compris deux choses. Premièrement, ce n'était pas la première fois qu'il faisait ça. Et deuxièmement, ma mère n'allait jamais être capable de me protéger. Ni moi, ni mes petits frères et sœurs. Ils viennent de fêter leurs 15 ans de mariage. À 25 ans, j'ai eu un pneumothorax spontané, en gros, un trou apparu sans raison dans mon poumon. J'étais en train de manger, loin de chez moi, quand j'ai soudain ressenti une douleur aiguë du côté droit de la poitrine. Comme un génie, j'ai ignoré la douleur et j'ai conduit 1 heure jusqu'à la maison. Mon père étant médecin, je l'ai appelé après avoir pris du Tylenol. Sa réponse a été simple, « Va aux urgences ». Je m'y rends donc, mais je reste assis là pendant des heures. Les infirmiers ne semblaient pas inquiets, ma saturation en oxygène était à 98% et je n'avais pas l'air particulièrement fatigué. Mon père me rappelle pour vérifier, et insiste, demande un scanner ou au moins une radio des poumons. Le médecin sur place a levé les yeux au ciel, comme si c'était pénible qu'un « papa médecin » donne des ordres. Mais il accepte. Une radio, 2 heures d'attente, et soudain, tout le monde débarque dans mon petit box, le médecin, un autre médecin, un groupe d'infirmiers, et tous les étudiants en médecine. Là, le médecin dit à tout le monde, « Regardez bien, c'est très rare. » Je n'ai aucune idée de ce qui se passe et je commence à paniquer. Il me coupe immédiatement pour insérer un drain thoracique dans ma poitrine. Ce n'est qu'après qu'on me donne de la morphine, puis on me transfère à l'étage. J'appelle mon père. Il parle au médecin et entre dans une colère noire. Mon père était chirurgien depuis 40 ans. Le jeune médecin n'avait jamais vu un cas de pneumothorax spontané avant moi. Il a donc trouvé un vrai spécialiste et m'a fait transférer dans un autre établissement. 15 ans plus tard, je suis vivant et en bonne santé. Si je n'étais pas allé aux urgences ce soir-là et que j'étais simplement allé me coucher, je ne serais probablement pas là pour en parler. Merci, papa. J'ai toujours été actif, sportif, amateur de plein air, et je n'aurais jamais imaginé qu'un truc pareil puisse m'arriver. Apparemment, même si c'est rare, ça touche surtout les hommes jeunes, grands et minces. Super pour nous. Il n'y a rien à faire pour l'éviter, mais bon, au moins, j'ai eu une photo plutôt cool de l'intérieur de mon poumon.
J'étais assis dans ma chambre, en train de fumer un joint et de regarder par la fenêtre. Au loin, je voyais un incendie en ville, sans comprendre ce qui brûlait exactement. Et puis, soudain, j'ai vu une immense vague blanche monter et recouvrir toute ma vue. Plus de ciel, plus de bâtiments, juste ce mur blanc qui avançait vers moi. Honnêtement, j'ai cru que j'hallucinais. Mais en même temps, le sol s'est mis à trembler, comme pendant un tremblement de terre, et ma fenêtre a explosé en éclats vers moi. Pendant ce qui m'a semblé une éternité, mais qui n'a duré que quelques minutes, j'étais incapable de réagir. Plus de pensées, plus de mots, plus de mouvements. Juste le vide, la stupeur totale. 1 heure plus tard, mes blessures étaient bandées. Et je suis descendu en ville, vers le centre, pour aider à l'évacuation. Il n'y avait aucun secours, aucun soutien officiel. L'État, littéralement, n'existait pas. C'est là que j'ai vu des choses que je n'oublierai jamais. Mon premier contact avec des corps démembrés. La première fois que j'ai tenu un être humain mort dans mes bras. Des hommes et des femmes en état de choc, qui pleuraient, hurlaient en creusant à main nue dans les décombres de ceux qui avaient été leur maison, essayant de retrouver leurs enfants. Je suis resté là-bas 3 semaines, dans des camps improvisés. À aider comme je pouvais, cuisiner, nettoyer, réparer, soutenir ceux qui n'avaient plus rien. Et puis, un jour, sans prévenir, tout ce que j'avais vu, entendu, senti, m'a frappé d'un coup. Comme une autre vague, mais cette fois à l'intérieur. Elle m'a traversé et écrasé. J'ai complètement craqué. Ça m'a bousillé. Quand j'étais enfant, on habitait près d'un petit aérodrome. On voyait souvent passer des petits avions, des Cessna et ce genre d'engins. C'était presque banal. Un jour, j'étais dehors avec mon père et un voisin, je devais avoir une dizaine d'années, quand on a vu un de ces avions voler anormalement bas. On l'a regardé un instant avant de comprendre qu'il était en train de s'écraser. Mon père s'est mis à courir, et j'ai essayé de le suivre du mieux que je pouvais. En courant, j'ai vu ce petit avion s'écraser droit dans la maison tout au bout de la rue. En quelques secondes, la maison était en flammes. Et le moment le plus terrifiant de toute cette scène, c'est quand j'ai vu mon père courir droit dans cette maison en feu. Il n'est resté dedans qu'une dizaine de secondes, peut-être 20, mais pour moi c'était une éternité. Je croyais que je l'avais perdu. Il a fini par ressortir en courant, sain et sauf, tenant dans ses bras une pile de photos de famille, celles des gens qui habitaient là. Il m'a dit qu'il avait juste fait un tour rapide pour voir si quelqu'un était à l'intérieur, qu'il n'y avait personne, et qu'en partant il avait attrapé les photos, comme un geste de secours symbolique. Ce n'était sans doute pas l'idée la plus prudente, mais j'étais incroyablement fier de lui. Les pompiers et la police sont arrivés peu après et nous ont éloignés du site. Le lendemain, j'ai appris que l'un de mes copains d'école était en fait à la maison, seul, dans sa chambre à l'étage, et qu'il était mort ce jour-là. Aujourd'hui encore, quand je retourne dans le quartier 1 fois par an, je passe devant cette maison. Elle a été reconstruite depuis, elle est un peu plus moderne que les autres maisons autour, un peu différente. Mes parents vivent toujours là, et beaucoup de nouvelles familles ont emménagé depuis. C'est étrange de se dire que la plupart d'entre eux ne savent pas pourquoi cette maison-là est différente. C'est quelque chose que je n'ai jamais vraiment raconté à l'âge adulte. C'est le genre d'histoire qu'on ne sort pas en plein milieu d'une conversation classique. J'ai travaillé sur des plateformes pétrolières en mer. Là-bas, les générateurs sont immenses, grands comme des petites maisons. Un jour, on rencontrait des baisses de tension étranges sur le plancher des pompes. Un technicien est descendu pour enquêter, mais il a oublié de suivre la procédure de sécurité. Pas de verrouillage, pas d'étiquette. Une erreur fatale. Pendant ce temps, un superviseur passe par là, remarque que le 3e générateur est à l'arrêt. Sans savoir que quelqu'un y travaille, il décide de le relancer. J'étais dans la même pièce, en train de chercher un capteur de remplacement, quand j'ai entendu le déclic. Un bruit sec, presque anodin. Puis tout a basculé. Une détonation. Une lumière blanche.
Une odeur immédiate de chair brûlée et de métal fondu. Le technicien était à moins d'1 mètre du générateur. J'ai vu un corps humain se transformer en plasma en une fraction de seconde. La peau, les muscles, les os, tout a disparu dans un éclair aveuglant, remplacé par un nuage de cendres et de carbone projeté sur les murs. On a coupé le courant immédiatement, mais c'était trop tard. Il n'y avait rien à faire, rien à sauver. Juste du silence, une tension dans l'air, des visages figés. J'ai dû rester sur place, finir mon quart, les bottes tachées de ce qui restait de lui. Et depuis ce jour, le son de cette explosion, le claquement du courant qui prend une vie, l'odeur âcre qui te suit jusque dans tes vêtements, tout ça ne m'a jamais quitté. Je n'ai jamais oublié. Et je sais que je n'oublierai jamais. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.